Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous nous intéressons au procès de Aliou Maman Touré, l'ancien commissaire de la police islamique du Mijao à Gao entre 2012 et 2013, a comparé ce matin devant la cour d'assises. La prochaine audience est prévue pour le 18 août prochain. Aliou Maman Touré est accusé d'avoir commis des crimes sur la population de la cité des Askia pendant l'occupation de la ville par les djihadistes du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Nos invités sur ce plateau, El Béchir Sengaré de Amnesty International, Boubacar Bokoum, analyste, et au téléphone, Issa Bonkana, président du Conseil régional de la jeunesse de Gao et un des leaders des mouvements de résistance civile des jeunes de la région. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Selon certains habitants de la cité des Askia, Aliou Maman est l'homme qui orchestrait la torture et la répression dans la ville de Gao. Il ordonnait les flagellations, les amputations et même des exécutions. Alors, Monsieur Sengaré, qu'est-ce que vous pensez de ce procès? Bien, ce n'est que justice rendue aux victimes. Parce que dans beaucoup de cas de figure comme ça, on oublie les victimes. Mais je crois que si ce procès a pu se tenir, ce n'est que ce qu'on recherche, nous, défenseurs des droits humains. Vous savez que les victimes, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les personnes vulnérables, les femmes, les filles, les enfants. Et donc, comme je le dis, une troisième fois, ce n'est que justice rendue. D'accord. Oui. Alors, Monsieur Bokoum, quelles sont vos impressions par rapport à ce procès? Je pense déjà que c'est un bon début parce que ce seul monsieur ne peut pas constituer devant les barreaux maliens comme étant une justice rendue à tout ce que le peuple, nos populations, nos braves populations de la cité des Askia a connu. Donc c'est vrai que ce monsieur, je pense, c'est juste un exécutant, mais le cerveau ailleurs. Je pense que la justice malienne doit faire beaucoup d'efforts. Et au moment des investigations, de l'interrogatoire, je pense que moi, au-delà du jugement que j'estime symbolique et dans la bonne direction, je pense qu'au moment des interrogatoires, on aurait dû accentuer pour avoir beaucoup d'informations. Et il y a beaucoup de choses à savoir par rapport à cette crise, aux différentes exactions, et qui ne se limitent pas qu'à la personne de M. Touré. D'accord. Alors, Monsieur Bongana, depuis Gao, quelles sont vos impressions par rapport à ce procès? Merci, je remercie quand même de m'avoir invité sur ce plateau. Je remercie les autres camarades qui sont sur le plateau et tous nos auditeurs de Tamani. En fait, je pense que le jugement d'Aliou Maman est la bienvenue parce que les gens s'attendaient à ça. Et comme déjà un des précédents a eu à le dire, on va aussi faire savoir et au niveau, en tout cas, moi je suis représentant des jeunes, au niveau de la population de Gao, les gens entendent plus que beaucoup d'autres personnes puissent être interpellées, que ça ne soit pas simplement Aliou Maman. Peut-être que Aliou Maman, à un moment donné, a été la vitrine, puisqu'il était commissaire quand même de la police de mars de Mijao. Donc il était beaucoup plus visible. Mais ça ne veut pas dire que c'est Aliou qui était Mijao. Moi, je pense qu'il y a d'autres barons du Mijao qui aujourd'hui sont en liberté. Qui, par expérience d'avoir vécu cette crise-là, je me dis que ces gens-là ont eu même à faire des atrocités encore plus que ce qu'Aliou a eu à faire. Donc voilà un peu, je dirais que c'est bienvenu. On va voir de quoi la justice malienne peut être capable. Parce que moi, je pense même que d'un côté, nous voyons ça même une injustice qu'Aliou soit le seul qui a pu avoir cette popularité-là et que voilà, son jugement est devenu
quelque chose de grandiose jusqu'à ce que... Moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui devraient être interpellées par Aliou, qui ont occupé des fonctions plus grandes que la fonction d'Aliou en tant que Moujao. Voilà un peu ce que je pense. D'accord. Ok, merci Monsieur Bongana. Alors, Monsieur Bokoum, selon vous, qu'est-ce qui fait la particularité de ce dossier? En fait, la particularité, c'est quoi? C'est M. Touré était quand même le bras de cette philosophie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la justice a du mal à aller traquer tout le monde parce qu'il faut des preuves. Et les preuves matérielles, comment on les trouve? C'est ceux qui étaient réellement sur le terrain, ceux qui ont commis des exactions de façon visible, et les différents témoignages, tout incrimine M. Touré dans cette affaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un symbole, c'est un signal fort que l'État malien doit envoyer aux djihadistes. C'est vrai que comme le jeune de Gao vient de le dire tantôt, il n'est pas seul, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a certains que nous savons qu'ils sont du Moujao, mais que nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de mettre en cage, tel que Yaga Agali. On ne l'a pas encore sous la main, donc on ne peut pas extrapoler jusqu'à ce niveau. Mais juste qu'aujourd'hui, c'est un symbole fort. On attend qu'il y ait une condamnation forte pour qu'on sache qu'il n'y aura pas d'impunité en tant que telle. Mais de l'autre côté aussi, il y a la difficulté que nous parlons de réconciliation. Donc, dans un processus où on est dans un cadre spécifique, on parle de réconciliation, on parle de justice, donc il faut être un peu mesuré, parce qu'en allant aller juste sur la forme judiciaire, vous risquez de casser le petit filon que nous avons, qui est le filon de la cohésion nationale. Donc c'est vrai que quelque part, ça laisse les gens sur leur faim, mais quand même il faut comprendre que c'est un mécanisme qui est là. D'un côté, il faut montrer un signal fort que l'impunité n'est pas une chose à encourager, et de l'autre côté, quand même, il ne faut pas perdre de vue l'ensemble du mécanisme de la réconciliation nationale. D'accord. Alors, Monsieur Sengaré, est-ce que vous partagez les propos de Monsieur Bokoum sur la particularité de ce dossier? Je partage entièrement ces propos, puisqu'il y a un besoin de justice et il y a une contrainte, une nécessité même de réconciliation, puisque le tissu social s'est carrément effrité. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour que ça puisse être reconstitué. Et ensuite, il a parlé d'un aspect qui est très très important. La justice, c'est un instrument de paix. Et ce que la société internationale recherche, c'est la paix. Donc, le contrôle de la paix est très composite. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites avec mesure. Notamment, on en a parlé, Amar n'est pas seul. Beaucoup de gens qui avaient fait l'objet de mandats d'arrêt ont vu leur mandat levé par nécessité. Mais qu'est-ce qui explique cela? Bon, nous quand même, nous n'encourageons pas ça parce que c'est politique. Mais sinon, du point de vue droits humains, eh bien, c'est sur le dos des victimes. Donc, pour aller vers une paix durable, il faudrait que ces jugements-là se fassent. Se fassent, nécessairement. Cela ne peut pas, cela n'empêche pas qu'on ait des mécanismes pour que, au moins, la réconciliation soit établi sur ça. On a vu l'exemple d'Afrique du Sud. Hein? Il y a eu la justice, mais ensuite il y a eu la réconciliation. Hein? D'accord. Alors, Monsieur Bongana, Monsieur Bongana, alors dites-nous, natif de la ville, cet ancien vendeur de peau de bête a été l'un des premiers à s'allier aux djihadistes et qui l'ont même nommé à l'époque commissaire de leur police islamique. Pourquoi ce revirement de camp d'un simple citoyen à un allié des groupes djihadistes? Non, ce qu'il faut savoir, ce qui a lieu en premier lieu, c'était un bon musulman. Il a eu à faire beaucoup d'études coraniques, ce qui veut dire qu'il est un peu attiré par le Coran et aussi la justice divine qui est la charia.
Donc, et puis, c'est des problèmes qui ont été soulevés depuis dans le temps que la plupart des gens qui viennent à faire l'école coranique, ils sont aussi laissés à leur sort. Donc, si ce genre de groupe qui arrive dans une ville avec un pouvoir aussi grandiose que le Moujao avait à son temps, et qu'on leur dit que bon, ça c'est Dieu qui a demandé que nous fassions sa justice sur ces hommes, comme lui-même il a eu à le dire dans une interview pendant la vie. Donc ils sont faibles d'esprit, et voilà, ils vont se dire qu'ils sont en train de rendre service à Dieu puisque Dieu est leur créateur. Donc ça c'est un peu une mentalité musulmane. Et quand on parle de radicalisme, voici un peu à quoi ça peut amener les gens. Bon, depuis, avant que les Moujao ne viennent, Aliou faisait des cérémonies de prêche, ils passaient mosquée par mosquée, ou bien des fois dans les quartiers où ils font des prêches, et même des fois au niveau du marché. Mais cette partie radicaliste n'a pas été vue jusqu'à l'arrivée de ces Moujao-là. Voilà un peu ce qui qualifie. Moi, je pense que c'est des personnes qui ont été délaissées à leur sort, qui avaient une connaissance coranique. Et voilà, on les a amenés le Coran. On a dit, bon, le Coran, dans le Coran, on dit que Dieu a dit. Donc, si Dieu a dit, il faut exécuter. Donc, ils ont exécuté. Je pense que c'est comme ça qu'ils se retrouvaient dans le diabète. D'accord. Alors, Monsieur Bokoum, selon vous, qu'est-ce qui explique ce phénomène de revirement direct d'un simple citoyen normal à un allié proche ou même considéré comme commissaire islamique du Moujao directement comme ça? Vous savez, ces genres de personnes, ils sont faciles à recruter. Généralement, on recrute dans le milieu où les gens sont incultes. D'abord, je rectifie ce qu'il a dit, un bon musulman. Je ne pense pas que M. Touré soit un bon musulman. Moi, je me considère comme un bon musulman. Voilà. Parce qu'en fait, le fait qu'on ne comprenne pas l'islam pose problème. D'abord, généralement, nous, on est nés musulmans, mais nous n'avons pas une culture islamique. Et on n'enseigne pas la théologie. Les gens confondent. Quand vous regardez l'EI aujourd'hui qui parle de califat, le califat c'est la gouvernance. Des musulmans d'une époque qui sont entrés dans la gouvernance. La gouvernance, elle n'est pas divine, elle est humaine. Et la spiritualité, elle est différente de la gouvernance. Donc la charia est une chose faite par les hommes, d'inspiration spirituelle pour réguler une communauté qui se dit islamique. Donc il y a une nuance de taille entre ce qu'on appelle la gouvernance qui décline vers des lois, des organisations sociétales avec des compromis, souvent même des compromissions pour mieux organiser la communauté musulmane de l'époque, et la spiritualité. Donc il faut scinder les deux problèmes. Donc, de ce fait, du fait que nous sommes issus de communautés musulmanes sans connaître l'islam, donc nous tombons dans le piège du radicalisme terroriste qui consiste à croire que nous défendons une religion. Parce qu'il faut considérer qu'à l'époque, effectivement, il y avait une certaine injustice sociale qui était constatée entre nous et les Occidentaux. Ça relève un peu de l'impérialisme et de tout ça. Donc ce créneau a servi de levier pour que les gens se replient derrière l'islam et disent que les Occidentaux, c'est des mécréants, c'est des gens qui nous briment, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, pour faire face à cette infériorité vis-à-vis de l'Occident, on s'est caché derrière l'islam. C'est un peu ça. Donc, M. Touré, à l'époque, c'était parmi les gens qui, comme il l'a dit tantôt, il a reçu l'enseignement coranique, mais c'est l'enseignement basique. Il n'a aucune compétence à prêcher en réalité. Donc, ces gens, quand ils viennent sur le terrain, les gens qui ont les béabas de l'islam, qui comprennent un peu comment la société fonctionne, ils connaissent très bien la ville de Gao, donc c'était un bon relais pour eux, pour aller vers la population et brimer la population. Et comme il était acquis déjà à leur cause, donc c'était facile. Donc je pense que ça, c'est les facteurs d'inculture, de méconnaissance de la religion musulmane et qui se prolongent même aussi jusqu'ici. Parce que même aujourd'hui, quand vous regardez nos brèches et tout ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a un travail de fond qu'il faut faire par rapport à notre religion. Parce que beaucoup d'entre nous sont dans la religion sans pour autant la connaître. Mais nous sommes des musulmans mécaniques parce que nous pratiquons la religion, nous allons à la mosquée, nous parlons l'arabe, nous mimons souvent même les arabes. Mais au fait, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non.
il faut aller à l'essentiel de la religion, qui est une religion pure, claire, nette, pas compliquée du tout, très simple. Et la religion musulmane, elle est là pour le bonheur du croyant, mais pas pour le terroriser, pas pour le tuer, non. Loin s'en faut. Donc il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui se dit à 99% musulman, mais malheureusement, nous n'avons pas très bien compris cette religion que nous sommes censés tous protéger, pratiquer et donner à nos enfants. Mais donc il faut vraiment révisiter cet aspect de notre culture, de notre religion, pour éviter que de pareils cas ne nous arrivent. Jusqu'au sud ici, on a encore des ramifications. C'est pourquoi le combat est très complexe, parce que les gens qui ne le disent pas, quand vous regardez l'attaque de Kangaba ici, tout près, c'est quoi en fait? Ces djihadistes, ils infiltrent des gens qui sont par exemple à côté d'une mosquée. On va te dire oui, on ne doit pas boire de l'alcool, on ne doit pas avoir un bar à côté de ma maison, à côté. Donc il y a plein de choses qui ne disent pas leur nom. Donc les djihadistes, très facilement, ils ont des relais qui leur permettent d'avoir les informations idoines pour aller à des attaques. Parce que nous-mêmes, qui nous disons musulmans, nous refutons certaines choses qui sont de la modernité sans pour autant le dire très haut. Donc du coup, quand nous sommes en collision avec ces djihadistes, donc le contact il est vite fait et ils recrutent très facilement, ils opèrent très facilement sans pour autant qu'il y ait des relais au niveau des autorités. D'accord. Alors, M. Sankaré, M. Bokoum vient de le dire, c'est l'un des facteurs qui peut pousser ces gens à changer de camp est la méconnaissance de la religion. Qu'en pensez-vous? Bon, il a évoqué un aspect très très important que j'évoque souvent dans mes discussions avec, si on parle de religion et j'en parle peu, il faut qu'on fasse faire la part des choses entre la spiritualité et la gouvernance. La gouvernance, c'est les hommes. Et la charia, il n'y a pas une lecture unique de la charia. Il n'y a pas une lecture unique de la charia. C'est pourquoi l'interprétation de la charia en Iran, ce n'est pas la même chose qu'en Arabie Saoudite. Ce n'est pas la même chose qu'au sultanat d'Oman, et ainsi de suite. Pourquoi cette différence? Oui, mais c'est la gouvernance. Les lois maliennes sont en fonction du Mali, les lois ivoiriennes sont en fonction de la Côte d'Ivoire. Mais chacun dit, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut beaucoup faire attention. Le radicalisme là dont il s'agit, mais ça germe et ça se mûrit. Et même aujourd'hui, nous sommes devant un danger en écoutant les prêches. Il y a même des menaces de mort dans les prêches et qui restent impunies. Il y a l'apologie du terrorisme qui est entretenue. Et personne ne parle. Et ces djihadistes-là, ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils viennent. Il y a certains d'entre eux qui sont là il y a 10 ans dans la population, ils sont mariés, ainsi de suite. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils ont vu quelqu'un qui n'a pas de moyens qu'on a pris. Non. Ils préparent, ils s'infiltrent, ils s'intègrent. Et c'est au moment où tout le monde a confiance en eux et qu'on voit leur visage. Et le problème de l'islam dans les régions nord, le Qadi a un rôle important au Mali. Même dans des affaires concernant l'état des personnes. Mais le juge se réfère au Qadi. C'est le Qadi qui tranche et puis mais les gens ne le savent pas. Ensuite, un autre aspect, l'autre n'est pas seul. Je crois que dans cette course-là, ils sont 7. Ils sont 7. Bon, l'affaire est tellement complexe, l'État même n'est pas sûr. Même mener les enquêtes, c'est très difficile. Les victimes aussi ont peur de dénoncer. Les victimes, parce qu'ils ne savent pas qui est en face. Donc tout ça, ça donne la complexité à la chose. Donc, pour Amar, c'est un début. Donc, et on espère que ça ne soit pas la fin. Donc on peut dire aussi que c'est le manque de confiance aussi qui amène cela. C'est quoi Le fait que les victimes, il y en a qui ne peuvent même pas dénoncer parce qu'ils ne savent pas qui est en face d'eux. La peur, oui. La peur? La peur. Ok, oui. D'accord. Alors, Monsieur Bokoum, de source, selon certains observateurs, la justice malienne a voulu faire du cas de Aliou Maman Touré un exemple. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette observation?
Non, elle peut être pertinente parce que comme le jeune de Gao l'a dit tout à l'heure, s'il n'est pas le seul. Donc c'est vrai que quand vous voulez donner une bonne leçon, il faut que la sanction elle soit exemplaire. Donc aujourd'hui, on va faire de la communication autour de l'histoire de M. Touré et qu'il y ait une sanction sévère, pour que les victimes sachent vraiment que l'État aussi joue son rôle et que en tant qu'État, la justice est distribuée de façon équitable. Donc l'exercice, c'est un peu ça. Quand bien même nous savons qu'il y a des difficultés, mais une fois que la sanction elle est là, ça donne un signal, comme je l'ai dit tantôt, pour dire que les victimes aussi doivent comprendre que leurs préoccupations sont prises en compte. Donc c'est vraiment un coup que l'État doit marquer aujourd'hui pour que ce jugement se fasse en toute transparence et que les gens aient la bonne information, et la condamnation elle doit être sévère et très exemplaire. D'accord. Mais pourtant, Monsieur Sengaré, certains ont dénoncé le fait, selon eux, qu'il y a d'autres personnes qui ont fait même pire que Monsieur Aliou. Alors, mais ils ne sont pas inquiétés. Donc, pourquoi cela? Est-ce un processus? On voudrait comprendre s'il y aura d'autres procès qui vont suivre celui de M. Aliou. Mais ça, c'est sûr. Puisque, bon, d'abord, toutes les exactions, là, c'est d'abord puni par les lois nationales. Donc, en fait, il y a peu d'entre eux ont pu être, comment dirais-je, pris. Ils sont toujours cachés quelque part. Et ensuite, on est en train de faire vous m'excusez, une grosse erreur en essayant de séparer des djihadistes des autres. Moi, je ne vois pas de séparation entre eux parce que ceux-là qui ont utilisé les djihadistes, ils sont connus. Bon. Mais comme on a dit, c'était normal que pour les causes de la paix, de la réconciliation, qu'on essaie de, même si c'est amer, qu'on avale certaines couleuvres, n'est-ce pas, pour le sud de la paix. C'est ce qui a amené qu'on a levé, n'est-ce pas, le mandat d'arrêt. Bon, lever le mandat d'arrêt n'arrête pas les poursuites. Hein. Donc, c'est un début. C'est pourquoi on dit qu'il faut que ça continue pour que tous comment dirais-je, ces bourreaux aux mains de sang soient, n'est-ce pas, répondre de leurs actes. Et il ne s'agit pas seulement de rendre justice et de les punir sévèrement, il faut réparation aussi aux victimes. C'est très très important. Merci. D'accord. Alors, Monsieur Bangana. Oui. Oui. À Gao, certaines organisations de défense des victimes considèrent ce jugement comme un non-événement. Qu'est-ce qui explique cela? C'est toujours ce que j'ai dit précédemment. Tu vois, nous, ici au niveau de Gao, nous constatons aussi une injustice de la part du gouvernement. Je pense que celui qui vient de passer tout de suite l'a dit un peu. Et nous ne sommes pas pour à ce qu'il y ait des sanctions sévères. On n'est pas aussi contre. Mais il faut que ça soit avec tous ceux qui ont eu à commettre ces agressions-là. Parce que quand on prend, par exemple, parce qu'il faut aller à la source de l'histoire en tant que telle. Il faut reconnaître que c'est le MNLA qui a mené tous ces problèmes-là. Et ici à Gao, le MNLA est considéré plus terroriste que même le Moujao qui après a fait sortir le MNLA pour, si je peux me permettre, un peu protéger les populations qui ont été victimes de viols, de vols, de banditisme, d'arnaque, de tout ça là. Vous voyez, donc une partie des populations peut voir le Moujao comme étant des sauveurs de la mer du MNLA. Voici ce MNLA qui à un moment donné était MNLA. Il y avait aujourd'hui, le MNLA a été accompagné par Ansardine en premier lieu lorsqu'il était rentré dans la ville de Gao où j'étais. C'était accompagné d'Ansardine. Donc nous pouvons même dire que c'était Ansardine qui avait pris ces trois villes-là. Ce n'était pas le MNLA parce qu'ils n'avaient pas de force qui pouvait prendre ces villes-là. Ils étaient au devant de la scène, mais c'était Ansardine qui faisait le combat. Et quelques temps après, lorsque les villes ont été récupérées et que le MNLA a commencé à poser des problèmes aux différentes populations des différentes régions,
C'est là où ils étaient chassés au niveau de Gao par le Moujao, qui a fait adhérer les Alioula et les autres. Au niveau de Pondoktou, une partie d'Akmi, un peu du Moujao, et à Kidal, c'était Ansardine qui était là-bas. Parce qu'il faut qu'on reflète un peu certaines vérités pour que les gens puissent voir comment les choses se sont passées pour mieux et être édifiés sur la question des Aliou en tant que tel. Donc, voilà un peu. Donc, c'est ce MNL-là et c'est Ansardine qui aujourd'hui ont changé de chemise. C'était les mêmes acteurs, ils ont changé de chemise pour se donner autre nom. Qui, je ne sais pas, c'est la communauté internationale et l'État malien par complicité, ils ont enroulé quand même dans le processus de réconciliation. Donc c'est les mêmes acteurs qui ont changé de chemise. Je parlais aussi du Moujao qui a changé de chemise pour être aujourd'hui autre mouvement que je ne veux pas dire son nom. Ce sont les mêmes acteurs qui étaient ensemble le moment où ils étaient dans ces régions-là. Donc aujourd'hui, la plupart de ces gens ont changé de nom, juste de nom, de mouvement, pour être enrôlés dans ce processus d'accord, de réconciliation, de paix qui est au Mali. Et certains des acteurs clés même qui étaient à la base même de la création du Moujao, parce qu'il faut reconnaître que le Moujao a été créé à Gao. Donc, ces acteurs-là qui ont eu à créer ce Moujao-là aujourd'hui sont enrôlés dans le processus de réconciliation. Ils sont dans les grandes commissions entretenues par ce même gouvernement malien et la communauté internationale, bien sûr, qui a amené ces fonds du niveau du CSA, du CTS, des commissions de DDR, intégration. Ces acteurs qui occupaient à son temps, en temps de crise, des grandes fonctions dans le Moujao en tant que tel, qui aujourd'hui sont en libre et ils sont entretenus par ce même gouvernement-là. Donc moi je vois un peu une partie d'injustice dans le jugement de Aliou. Parce que c'est pas parce qu'on est contre à ce qu'Aliou soit arrêté et qu'il soit jugé parce qu'il a eu quand même à faire certaines élections comme je peux témoigner ici, je l'ai dit quand même, qui étaient des jeunes qui ont quand même vendu, je ne sais pas, des cannabis ou trucs, ça c'était fait à la place de l'indépendance. Mais je n'ai pas vu couper la main de quelqu'un, lapider quelqu'un, je ne l'ai pas vu. Donc de la même manière dont lui, il a eu à frapper des gens, d'autres qui sont aujourd'hui dans le processus d'accord ont eu à frapper, ont eu même à tirer sur les gens. Et ces gens-là ne sont pas arrêtés. Ils ont eu quand même une formule pour que ces gens-là puissent être aujourd'hui sur d'autres choses et rester dans le processus. Et le processus est devenu une couverture pour ces gens-là. Et le MNLA en tant que tel, où est-il dans ce programme-là quand, par exemple, le professeur va parler et dire que c'est un tournage fort que le Mali entend donner par rapport au jugement des Aliou. Pour nous, c'est ça, évidemment, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que c'est la justice, le Mali est en train de montrer qu'il est un pays fort. C'est même qu'un pays d'injustice jusqu'à présent. C'est peut-être que d'un côté, on voit même que c'est ce qui a poussé les Alioula à être dans le Moujao et le reste. Il fallait arrêter tous les acteurs au lieu de les faire changer de camp et les faire couverture parce que peut-être ils ont certains moyens de faire encore du mal à ce Mali-là où ils sont couverts par d'autres mains invisibles qu'on ne voit pas. Donc Aliou n'est pas le seul. Les acteurs-là sont aujourd'hui parmi les gens et continuent à négocier avec les autres. Donc pourquoi pas Aliou aussi, qui soit dans ce même processus-là. Ça, il y a parmi la population des gens qui se posent ce genre de questions. Donc nous voyons une partie d'injustice et d'inégalité. Et ce qui peut pousser des fois à cette débandade-là, à cet enroulement-là, et ce manque de justice, ce manque de bonne gouvernance de notre État qui peut amener les gens à rentrer dans tout ça. Donc, à Gao, il y a des gens qui pensent comme ça. D'accord, voilà, Monsieur Bonkana, oui. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Bokoum, Monsieur Bonkana vient de le mentionner tout de suite. Certains acteurs qui ont commis ces actes ont changé de camp pour ne pas être inquiétés. Et là, il parle d'injustice et qu'il n'y a pas de justice et qu'il y a une injustice concernant le procès de Aliou Maman Touré étant le seul à être jugé. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous savez, quand on est victime d'exactions ou d'injustice, on n'est jamais satisfait. Donc c'est une position que je comprends parfaitement bien. Mais je voudrais juste lui dire qu'il est un peu sévère par rapport à notre État, qui fait de son mieux pour stabiliser la situation. Ça, il faut qu'on se le dise. Parce qu'il ne faut pas confondre. Même le procès de Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde n'a pas été condamné, tout le monde n'a pas été poursuivi. C'est impossible. Techniquement, ce n'est pas possible.
Maintenant, nous avons créé dans notre processus d'accord que nous avons signé, dans lequel nous sommes engagés, et l'État se trouve très engagé par rapport à l'application de cet accord. Ça, c'est irréversible. Il faut que les gens l'intègrent. Et dans ça, nous avons parlé de la commission vérité, justice et réconciliation. Donc, effectivement, les aspects auxquels il fait allusion devraient être pris en compte par cette commission qui va écouter, approfondir, voir quels sont les mécanismes à mettre en place pour que cette forme d'équité, parce qu'il ne s'agit pas de justice en tant que telle, parce qu'il faut aller à l'équité plutôt. Parce que quand vous voulez carrément aller dans la justice, vous allez perdre ce pays. Parce qu'en fait, c'est que les gens oublient. Quand ce régime arrivait, ce pays était en voie de disparition. C'est ça la triste réalité. Maintenant, le temps de recoller les morceaux, d'avoir un État viable, on ne peut pas demander que le fonctionnement de cet État soit comme si nous étions dans un État viable. Un peu avant les événements de 2012, déjà nous avions un État qui n'existait presque plus à cause de la mauvaise gouvernance. Donc quand nous avons traversé cette période de crise et que tout ce qu'on a connu au nord du Mali s'est installé et que nous avons perdu près de 2/3 de notre territoire et qu'on est dans un processus de recouvrement de notre espace territorial. Nous sommes dans un processus de réinstallation de l'État. Donc on ne peut pas demander en même temps d'avoir un État fort à ce même moment. C'est impossible. Donc on ne peut pas nous demander aujourd'hui d'aller dans un jugement fort, d'aller dans un État régalien qui jouit de... Non, nous sommes en train de nous reconstruire. Donc c'est une phase transitoire. C'est pourquoi vous allez voir que tout ce qu'on a appelé MOC, tout ce qu'on a amené les autorités intérimaires sont en train de rentrer dans un processus pour nous permettre de stabiliser le pays et avoir un État normal. Nous ne sommes pas encore à ce stade. Donc il faut que les gens comprennent dans quelle situation nous sommes, d'où est-ce que nous venons et qu'est-ce que nous sommes en train de faire comme effort pour reconstruire ce pays. Donc les gens doivent être plus soudés, plus clairvoyants, plus lucides pour comprendre dans quel mécanisme nous sommes au lieu d'aller dans un mécanisme de dire juste justice pour la justice. Une justice qui va détruire un pays. Pour parler de justice, il faut d'abord que le pays puisse exister. Donc, il faut le construire d'abord, le consolider, avoir d'abord un État viable. Parce que vous voyez, quand il a dit tout de suite, les islamistes qui prêchent et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un État qui est faible, qui ne peut pas aller dans l'exercice de l'affrontement. Aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes dans le Nord. Est-ce que nous avons besoin encore au Sud ici d'aller à des formes d'affrontement parce que juste une personne a sorti un peu du cadre légal et tout ça? Donc, on est obligé d'aller dans une forme de justice, de conciliation. Voilà, même quand vous regardez le débat qui se trouve autour, mais quand vous regardez même le débat qui se trouve autour du référendum, une fois qu'on a adopté une loi à l'Assemblée nationale, elle s'impose à tous les citoyens. Mais nous voyons les gens en train de défiler dans la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord. Mais l'État l'accepte. Donc on est dans une forme où on est conciliant, on essaie de sauver l'essentiel. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il ne faut pas aller juste dans l'affrontement. Donc je l'invite à plus de compréhension. Moi je le comprends, j'ai des parents à Gao, je sais que beaucoup en ont souffert. Le problème ce n'est pas de dire qu'il faut encourager l'impunité, mais il faut être réaliste par rapport à quel est le processus que nous avons accepté de mettre en place et comment nous allons effectivement, parce qu'il faut que tout le monde fasse partie du processus. Ces gens effectivement qui ont été, c'est pas une histoire de changer de veste en réalité, ils n'ont jamais changé de veste, ils ont été toujours les criminels que nous avons catalogués et ils restent des criminels comme tels. Mais nous avons besoin d'eux pour engranger un processus. Parce que quand vous parlez de réconciliation, c'est avec quelqu'un avec qui vous avez un conflit. Mais quand vous refusez de discuter avec la personne avec qui vous avez un conflit, vous allez vous réconcilier comment? Donc il faut des concessions, il faut accepter certaines choses, il faut avoir de la mesure dans une certaine approche, dans une certaine mesure pour sauver l'essentiel. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, M. Sengaré, le procès a été reporté au 18 août prochain. Alors, selon vous, à quoi peut-on s'attendre comme résultat de ce jugement? Bon, on ne peut pas présager du résultat d'un jugement, puisque c'est un procès qui a ses réalités, ses débats, ainsi de suite. Lorsque quelqu'un est accusé, il se défend. Il y a les autres qui l'accusent, il y a les victimes. Donc c'est faux, c'est quand la Cour est riche de tous les éléments que la Cour apprécie. Donc on ne peut pas présager du résultat d'une procédure. D'accord. Ouais, merci. Alors nous allons observer une courte pause avant de nous retrouver sur ce plateau.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Ce soir, le Grand Dialogue réfléchit sur le procès de l'ancien commissaire de la police islamique du Mijao à Gao. Et comme invité sur ce plateau, nous avons El-Béchir Sengaré de Amnesty International, Boubacar Bokoum, analyste, et Issa Bonkana au téléphone, le président du conseil régional de la jeunesse de Gao et un des leaders des mouvements de résistance civile des jeunes de la région. Alors, Monsieur Bokoum, par rapport à l'affaire Sanogo, les experts ont annoncé un retard dans la disponibilité des résultats des tests ADN qui étaient supposés être disponibles 90 jours après le renvoi du procès en décembre 2016. Qu'est-ce qui explique ce retard? Non, c'est un processus très complexe. Et les ADN, les conditions dans lesquelles déjà les fouilles ont été faites, ça veut dire que ça n'a pas été fait de façon professionnelle. Parce qu'il fallait, au moment déjà qu'on avait découvert les charniers en question, avant de toucher à quoi que ce soit, il fallait que ce soit des spécialistes qui sont là. Donc si ce ne sont pas des spécialistes qui ont touché aux premières heures, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'effets de traçabilité que l'on perd. Donc aujourd'hui, les experts ont énormément de difficultés pour reconstituer les différents éléments. Et au-delà du fait de l'aspect ADN, je pense que le procès Sanogo, il faut faire un peu attention parce que le contexte de crise a fait qu'effectivement c'est la Cour qui s'est mise à juger, mais quand même c'est une affaire militaire. Donc il faut faire attention. Je pense qu'aujourd'hui, de la même manière, on a mis en place la Haute Cour de justice. L'État devrait s'atteler à mettre en place une structure militaire qui serait à même de mieux juger cette affaire plutôt qu'on la politise. D'accord. Donc, selon vous, ce jugement devrait se faire dans une cour martiale, si je comprends bien. Absolument. Voilà. Ok. Absolument. Merci bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce retard, Monsieur Sengaré? Bon, le retard peut être lié à la complexité de l'affaire, puisqu'il s'agit d'identifier des victimes. Donc, ce n'est pas une simple affaire. Il y a eu d'abord une première situation d'identification qui a été contestée par le procès, lors du procès. Et le juge a accédé à la demande des avocats de la défense qui ont soumis encore cette identification à une autre structure. Donc, je crois qu'il faudra le temps qu'il faut pour pouvoir avoir une bonne expertise. Donc, on comprend l'émotion, toute l'émotion des parties civiles et des victimes. Mais la justice, autant ne doit pas être lente, mais ne doit pas être aussi expéditive. Mais selon vous, quelle peut être la suite de l'affaire Sanogo? Bon, d'abord on attend les résultats de l'expertise. C'est quand ces résultats, la Cour sera en possession de ces résultats qu'ils vont prévoir encore un autre chose. Sinon, le procès a commencé. Ouais, donc on attend le résultat des expertises pour que le procès continue. Ouais. Alors, Monsieur Bonkana, Oui. selon vous, est-ce que la justice malienne est-elle en mesure de mener à bien ces procès? Quand je dis bien ces procès, je parle de celui de Aliou Maman Touré et de celui de Amadou Aya Sanogo. Je pense qu'on a quand même des grands juges au Mali qui, leur capacité intellectuelle est saluée partout au monde. Ils ont ces capacités-là. Et maintenant, il faut qu'ils puissent être écartés de toute idée d'impartialité. Ils puissent ramener encore une fois de plus à ce que leur population puisse renouer la confiance qu'ils avaient à la justice dans le temps. Donc, voilà, mais toujours sur ces questions d'Aliou et Sanogo, je pense qu'ils devront faire quand même état d'impartialité et de pouvoir mieux
savoir que nous ne faisons pas les choses avec état d'âme ou par affinité, parce que des fois, malheureusement, c'est des choses qu'on constate dans notre juridiction. Donc, je pense bien qu'ils sont en mesure de faire la justice. D'accord. Alors, Monsieur Bokoum, selon vous, est-ce que la justice malienne est en mesure de mener à bien ce procès ou faut-il le renvoyer à la CPI? Non, je pense que le Mali est largement au-dessus et on est capable de faire ce jugement. Il faut se donner les moyens. Même la TPI aujourd'hui, pour faire un jugement, il faut des preuves matérielles. Donc ça va demander les mêmes moyens et ça va demander de l'expertise pour qu'on puisse apporter les preuves de ce que les uns et les autres ont apporté comme accusation. Donc je pense que c'est une bonne chose déjà. Moi, je salue vraiment le fait qu'on ait reporté parce que ça montre qu'il y a de la transparence, ça montre qu'on a le souci vraiment de dire la vérité. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'une fois que l'expertise est faite sur le plan international, avec des institutions crédibles et que nous avons les éléments concrets de cette expertise, une fois que le juge aura rendu son verdict, je pense qu'il n'y aura rien à dire. Mais si nous nous permettons aujourd'hui d'aller à un jugement hâtif, juste sur la base des différentes allégations que nous avons déjà, je pense que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour condamner et ça peut toujours être contestable. Donc la meilleure des choses, c'est qu'une fois que la chose est jugée, qu'elle soit plus ou moins acceptée par la majorité et c'est ce qui est souhaitable. D'accord. Alors, la procureure de la CPI est attendue au Mali le mois prochain. Fatou Bensouda viendra enquêter sur de graves violations des droits humains qui sont commises dans le pays. Est-ce que les procès de Alieu et de Amadou Aya Sanogo font partie des objectifs de la procureure, M. Senghari? Bien, je ne connais pas l'agenda de la procureure, mais il y a beaucoup de spéculations autour de la CPI là. La CPI est complémentaire à la justice nationale. Est-ce que vous comprenez? Donc, tant que le Mali est en mesure, et sur le point de juger, n'est-ce pas, une affaire, ça ne peut pas aller à la CPI. Bon, quand même, qu'à cela ne tienne, il y a eu, on parle d'exaction, il y a des allégations d'exaction causées lors de ce court moment. Bon, si c'est dans l'agenda de Fatou Bensouda pour venir mener des enquêtes, eh bien, c'est possible. Mais pour le moment, je crois que l'affaire de Aya doit être exclue. Puisque déjà, le procès a commencé. Même l'affaire d'Amar doit être exclue. Parce que la CPI est complémentaire de la justice nationale. D'accord. Alors, Monsieur Bokoum, à quoi peut-on s'entendre par rapport aux résultats de cette visite de la procureure? Non, je pense que cette visite du procureur s'inscrit dans la diplomatie normale. Ce n'est pas extraordinaire et que le moment, certainement ce calendrier il existait, il y a juste des phénomènes de coïncidence. En réalité, quand vous observez, comme il l'a dit tantôt, le Mali peut aller à tous ces jugements sans avoir recours à la Cour pénale internationale. Vu que c'est des partenaires, c'est vrai que tout ce qui concerne les droits humains, ça les intéresse. Donc aujourd'hui, certainement, avec le ministre de la Justice de la République du Mali, ils vont échanger par rapport à ces différentes problématiques. D'accord. Alors, Monsieur Bankana, selon vous, qu'est-ce que la venue de la procureure peut apporter concernant ces violations des droits de l'homme dans le pays? Moi, je pense que pas grand-chose, puisque nous avons rectifié quand même certains tests qui sont du CPI et tout ça. Peut-être juste qu'il viendra visiter et vérifier si les choses sont en train de se passer normalement. Sinon, je reste convaincu que notre justice est à la hauteur de pouvoir gérer ces deux dossiers, puisque c'est des questions maliennes. Parce qu'il va falloir aussi que nous restons nous-mêmes. Vous voyez, il ne faut pas qu'à chaque instant on dit qu'il faut faire appel à la CPI, des trucs comme ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment des juges qui sont à la hauteur au Mali, qui peuvent bien faire ces jugements-là, sans pourtant tomber dans d'autres choses. Ils ont les capacités. Pourquoi ne pas laisser la justice malienne faire son travail? Parce que, bon, vous voyez, les deux questions, des fois, et peuvent avoir aussi des comment dirais-je, ils peuvent créer d'autres problèmes.
sais pas, c'est des problèmes qui peuvent encore engendrer d'autres problèmes. Quand vous voyez le procès de Sanogo, où des milliers de gens sont déplacés, ou d'autres sont pro Sanogo, d'autres des familles des victimes, tout ça là, il y a trop de problèmes, il y a trop de personnes que ça implique. Donc il va falloir qu'on laisse à l'État malien de pouvoir trouver les voies et moyens pour mieux faire le travail et pour rendre une justice vraiment juste, quoi. Ok, merci M. Bonkana. Alors, cela met fin à ce débat sur le procès de Aliou Maman Touré. Nos invités sur ce plateau, El Béchir Sengaré de Amnesty International, Boubacar Bokoum, analyste, Issa Bonkana au téléphone, président du Conseil régional de la jeunesse de Gao et un des leaders des mouvements de résistance civile des jeunes de la région. À la présentation, Fatmata Togola, à la mise en onde Sedumbo, à la régie vidéo, Mamadou Ouattara. C'est une réalisation, une coordination de Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.